Il se passe quelque chose en ce moment même, à cette seconde précise, dont la majorité de l'humanité ne prendra jamais conscience. Pas parce que c'est caché, pas parce que ça demande un diplôme spécial ou une initiation secrète, mais parce que c'est tellement proche de toi, tellement intime, tellement constant que tu l'as pris pour du bruit de fond. Tu l'as pris pour rien du tout. Tes pensées ne sont pas privées. Laisse-moi le dire autrement. Tes pensées ne sont pas contenues à l'intérieur de ton crâne comme on t'a appris à le croire. Elles ne sont pas scellées derrière l'os et la peau, enfermées loin du monde, inoffensives et invisibles jusqu'à ce que tu choisisses d'agir sur elles. C'est l'histoire qu'on t'a transmise, et elle est, selon presque toutes les mesures que la physique moderne et la recherche sur la conscience peuvent offrir, incomplète au mieux, dangereusement fausse au pire. Et si chaque pensée que tu as jamais eue était une émission? Et si le monologue silencieux qui tourne dans ton esprit en ce moment même, celui qui commente ses mots, celui qui décide déjà s'il va continuer à écouter, n'était pas un monologue du tout, mais un dialogue, une conversation entre toi et le tissu même de la réalité. Parce que voici ce que je ne devrais pas te dire, pas parce que c'est interdit, mais parce qu'une fois que tu l'entends, tu ne peux plus ne pas l'avoir entendu. Et une fois que tu ne peux plus l'ignorer, tu en deviens responsable. Tu deviens responsable de chaque pensée que tu entretiens, de chaque image que tu répètes, de chaque phrase silencieuse que tu te répètes dans le noir. La réalité t'a entendu, elle t'a toujours entendu, et elle a répondu. Commençons par quelque chose de concret, quelque chose que tu peux vérifier toi-même, et avec lequel tu peux t'asseoir un moment. En 1998, un chercheur nommé William Tiller, de l'université de Stanford, a mené une série d'expériences que la majeure partie de la communauté scientifique a discrètement ignorées. Tiller n'était pas une figure marginale. C'était professeur émérite en sciences des matériaux, un homme qui avait passé des décennies à étudier la structure de la matière physique. Et ce qu'il a découvert l'a suffisamment ébranlé pour qu'il consacre le reste de sa carrière à essayer de l'expliquer. Tiller a utilisé un simple dispositif électronique, un appareil sur lequel il avait imprimé une intention comme il l'appelait. Il a réuni un groupe de méditants expérimentés et leur a demandé de maintenir une intention précise, une pensée précise dirigée vers l'appareil. L'intention était exacte. Dans une expérience, il s'agissait d'élever le pH d'eau purifiée d'une unité complète. Aucun produit chimique ajouté, aucun contact physique avec l'eau. Juste une pensée soutenue et focalisée, dirigée vers un appareil qu'on plaçait ensuite près de l'eau. Le pH de l'eau a changé, de façon répétée, de façon mesurable. D'une unité complète, ce qui en chimie n'est pas un changement anodin. Ça représente une variation d'un facteur 10 de la concentration en ion hydrogène. Une pensée dirigée et soutenue a modifié la chimie mesurable de l'eau. Tu pourrais rejeter ça. Beaucoup l'ont fait. Mais Tiller était méticuleux. Il a mis en place des groupes témoins. Il a répété les expériences. Il a publié ses résultats. Et ce qu'il a découvert ensuite était encore plus troublant. Après que les expériences se soient déroulées pendant plusieurs mois dans un espace de laboratoire particulier, cet espace lui-même a commencé à se comporter différemment. De nouvelles expériences menées dans cette pièce montraient des effets avant même que les appareils d'intention ne soient activés. Comme si la pièce avait été conditionnée, comme si le tissu même de cet espace avait appris à répondre à la pensée. Tiller a appelé ça le conditionnement de l'espace. Il a proposé qu'une intention soutenue n'affecte pas seulement une cible, mais qu'elle modifie les propriétés thermodynamiques locales de l'environnement. Elle change ce que cet espace est disposé à faire. Prends un moment pour t'asseoir avec cette idée, pas comme une métaphore, mais comme une affirmation physique faite par un professeur de Stanford en sciences des matériaux, appuyée par des données expérimentales répétées. L'espace autour de toi n'est peut-être pas neutre, il est peut-être imprimé. Il porte peut-être déjà la trace de chaque pensée que tu as répétée en lui. Tu te demandes peut-être ce que ça a à voir avec la mécanique quantique. Le titre de cette exploration mentionne l'esprit quantique, et tu t'attends peut-être à ce que je saute directement vers les références habituelles, l'expérience des fentes de Young, l'effet observateur, l'idée que les particules se comportent différemment quand on les observe. On y arrivera. Mais je veux prendre un autre chemin, parce que le chemin habituel a été tellement parcouru que le sentier est lisse. Et un sentier lisse ne te fait pas réfléchir. Il te laisse marcher en somnambule. Je te veux éveiller pour ça. Parlons de quelque chose qu'on appelle l'effet Zénon quantique. Ça tire son nom de Zénon d'Élée, le philosophe grec de l'Antiquité célèbre pour ses paradoxes, ceux des flèches qui n'atteignent jamais leur cible et des courses qu'on ne peut jamais gagner. Voici l'effet Zénon quantique. Si tu observes un système quantique suffisamment souvent, tu le fixes, tu l'empêches de changer. Ce n'est pas une expérience de pensée, c'est de la physique de laboratoire. Prends une particule instable, une particule censée se désintégrer. Observe-la en continu, mesure-la encore, rapidement, et elle ne se désintégrera pas. L'acte d'observation répété la maintient dans son état actuel. Arrête de l'observer, et elle se désintègre normalement. Relis ça lentement.
L'observation, l'attention soutenue, empêche le changement. La particule reste dans son état parce que quelque chose la regarde. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes changent leur réalité rapidement et d'autres travaillent sur elles-mêmes pendant des années sans bouger. Ce n'est pas ce que tu crois. Il y a quelque chose en dessous de tout ça qui fait tourner discrètement toute la machine. Maintenant, inverse l'implication. Si l'observation soutenue peut figer un état quantique, que permet l'inattention soutenue? Quels changements dans ta vie se sont produits précisément parce que tu as refusé de regarder? Qu'est-ce qui s'est décomposé, transformé, glissé vers une configuration différente, non pas à cause d'une force extérieure, mais parce que tu as retiré ton attention? Et voici la coupe la plus profonde. Quels états de ta vie as-tu figés, maintenus en place, empêchés d'évoluer, précisément parce que tu refuses d'arrêter de les fixer du regard? L'anxiété que tu surveilles chaque matin, la relation que tu continues d'examiner à la recherche de preuves d'échec, le compte en banque que tu vérifies avec effroi 4 fois par jour. Tu as pratiqué l'effet Zénon quantique sur ta propre souffrance. Ton observation soutenue et craintive a maintenu ces états en place. Ce n'est pas de la poésie. C'est la logique de la mesure appliquée à l'expérience vécue. Mais je veux aller plus loin. Parce que l'effet Zénon quantique nous en dit long sur l'attention, mais il ne nous raconte pas encore toute l'histoire de la pensée. Pour ça, il faut regarder quelque chose de plus étrange. Quelque chose dont la plupart des physiciens sont profondément mal à l'aise de parler en public. En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen ont publié un article censé démontrer que la mécanique quantique était incomplète. Ils pointaient un phénomène qu'ils trouvaient absurde, l'intrication. Deux particules, une fois qu'elles ont interagi, deviennent corrélées de telle façon que mesurer l'une détermine instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance entre elles. Einstein appelait ça une action fantôme à distance, et il le disait comme une critique. Il était persuadé qu'une explication locale et cachée devait exister, qu'il devait y avoir une variable non observée, une information portée par chaque particule qui prédéterminait le résultat. En 1964, John Bell a conçu un théorème pour tester ça. En 1982, Alain Aspect a réalisé l'expérience. Et en 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour avoir prouvé de façon définitive qu'Einstein avait tort. Il n'existe pas de variable locale cachée. La corrélation est réelle. La connexion est instantanée et elle ne s'affaiblit pas avec la distance. Deux particules, une fois intriquées, répondent l'une à l'autre comme si elles n'étaient pas séparées, comme si la distance était une illusion, comme si l'espace entre elles n'existait pas vraiment. Maintenant, voici ce que je ne devrais pas te dire. Ton cerveau génère environ 70 000 pensées par jour. Chaque pensée implique l'activation de neurones, ce qui implique le mouvement d'ions à travers les membranes cellulaires, ce qui implique un comportement des électrons à l'échelle quantique. Tu n'es pas séparé de la mécanique quantique. Tu es fait d'elle. Chaque pensée que tu as est un événement quantique. Et si l'intrication signifie que des particules autrefois connectées restent connectées, quelle que soit la distance, alors la question n'est pas de savoir si tes pensées affectent la réalité. La question est de savoir jusqu'où s'étend cette intrication. Pense à ce qui se passe quand tu penses à quelqu'un. Pas de façon anodine en passant, mais profondément. Tu le tiens dans ton esprit. Tu ressens la texture de sa présence. Tu répètes une conversation, ou tu rejoues un souvenir, ou tu projettes une interaction future. Quelque chose se passe dans ton corps pendant ce temps. Ton rythme cardiaque change, ta respiration change, ta neurochimie change. Tu ne penses pas juste à cette personne, tu es, dans un sens physiologique mesurable, avec elle. Ton corps ne fait pas totalement la distinction entre la pensée de la personne et sa présence réelle. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la psychophysiologie. Ton système nerveux répond à l'imagerie mentale avec des schémas d'activation presque identiques à ceux qu'il utilise pour l'expérience sensorielle directe. Les régions du cerveau qui s'activent quand tu imagines lever ta main droite sont largement les mêmes régions qui s'activent quand tu la lèves réellement. Le cortex moteur ne fait pas totalement la différence entre une pensée et une action. Alors, quand tu passes 40 minutes sous la douche à répéter une dispute qui n'a pas encore eu lieu, ton corps a déjà eu cette dispute. Ton cortisol a déjà augmenté. Tes muscles se sont déjà tendus. Ta fonction immunitaire a déjà baissé. Et voici la partie qui compte. Tu as déjà transmis quelque chose, parce que ton corps n'est pas un système fermé. C'est une station de diffusion électromagnétique. Ton cœur génère un champ électrique qui peut être mesuré à plusieurs mètres de ton corps. Ton cerveau produit des ondes électromagnétiques qui s'étendent au-delà de ton crâne. Chaque cellule de ton corps émet des biophotons, des émissions de photons ultra faibles dans le spectre visible et ultraviolet. Tu brilles, littéralement, faiblement, mais de façon mesurable, et l'intensité et la cohérence de cette lueur changent avec ton état émotionnel et mental.
Cette séparation n'a jamais été réelle. Tu poursuivais un signal que tu diffusais déjà toi-même. Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience parcourt les 9 fréquences en détail. Des émissions denses qui te piègent jusqu'aux courants ascendants, en passant par les fréquences maîtresses où la conscience devient le champ lui-même. Chaque méthode que tu as essayée envoyait un signal vers l'extérieur. Celle-ci accorde le signal que tu es déjà. Chaque jour où tu attends, ton système nerveux diffuse le même vieux signal, et te libérer devient plus difficile. Alors, lance-toi ce soir. Le lien est dans le premier commentaire, épinglé. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, la chaîne a été démonétisée, du jour au lendemain. C'est une réalité, et je voulais être transparent avec vous plutôt que de faire comme si de rien n'était. Et je ne vais pas vous le cacher, ça a été un choc. Parce que ce que je fais ici, c'est pas juste du contenu. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui donne du sens à mes journées. Et continuer à vous offrir ce contenu, continuer à chercher, à creuser, à partager avec vous tout ce qui me passionne sur la conscience, le quantum, l'éveil, j'ai besoin pour ça de votre soutien. Vraiment. Alors j'ai créé quelque chose, un espace rien que pour nous. Le portail de la conscience. Un espace privé, dédié, où on peut vraiment se retrouver. Un endroit où vous pourrez interagir avec moi directement, échanger entre membres et accéder à des vidéos exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si vous souhaitez me soutenir et faire partie de cette aventure dès le début, je vous attends de l'autre côté. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Ça compte infiniment plus que vous ne le pensez. Que cherches-tu réellement? Les cellules stressées, malades ou mourantes émettent une lumière chaotique. Les cellules saines et cohérentes émettent une lumière organisée, au motif presque cristallin. Tes pensées changent la cohérence de la lumière que ton corps émet. Ton état mental modifie littéralement la qualité de la lumière que tu rayonnes dans l'espace autour de toi. Maintenant, relie ça aux espaces conditionnés de Tiller. Relie ça à l'intrication. Relie ça à l'effet Zénon quantique. Une image commence à se former et elle n'est pas confortable. Parce que cette image dit ceci, tu n'es pas un observateur passif dans un univers neutre. Tu es un émetteur actif dans un champ réactif. Tes pensées ne sont pas des réflexions privées. Ce sont des émissions, ce sont des diffusions, ce sont des événements quantiques avec des signatures électromagnétiques qui s'étendent dans l'espace autour de toi. Et si l'intrication est aussi fondamentale que le comité Nobel le reconnaît désormais, peut-être bien plus loin encore. La réalité t'a entendu. Elle t'a toujours entendu. Et la question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question est de savoir ce que tu as dit. Je veux te demander quelque chose. Quand tu as entendu parler de l'effet Zénon quantique, du fait que l'observation soutenue fige un état en place, quelle a été la première chose dans ta vie qui t'est venue à l'esprit? Qu'as-tu fixé si intensément que tu l'as figé? Arrêtons-nous ici, pas pour passer au concept suivant, mais pour vraiment nous arrêter. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Ferme les yeux si tu peux. Si tu conduis, garde-les ouverts, mais adoucis ton regard. Et remarque simplement, quelle est la pensée qui tourne sous toutes les autres pensées en ce moment? Pas celle que tu affiches, pas celle que tu raconterais à quelqu'un s'il te le demandait, celle qui est en dessous, le bourdonnement ambiant, le signal de fond. Est-elle anxieuse, sceptique, pleine d'espoir, fatiguée, une variante de « je ne suis pas assez » portant un déguisement différent aujourd'hui? Ne la juge pas, n'essaie pas de la changer. Remarque-la simplement, parce que cette pensée, ce signal ambiant, c'est ce que tu as diffusé, pas l'affirmation que tu as dite ce matin, pas le tableau de visualisation sur ton mur. La pensée ambiante, celle que tu remarques à peine parce qu'elle tourne depuis si longtemps qu'elle ressemble à du silence. C'est la fréquence à laquelle la réalité a répondu. Il existe en physique un concept appelé résonance. Quand tu frappes un diapason et que tu le tiens près d'un autre diapason de la même fréquence, le second diapason se met à vibrer. Aucun contact, aucun mécanisme visible, juste la proximité et une fréquence accordée. Le premier diapason ne pousse pas le second, il l'invite. Il propose un motif et la structure du second diapason est telle qu'il ne peut s'empêcher d'y répondre. Ta pensée ambiante est un diapason, et la réalité est une pièce remplie de diapasons de toutes les fréquences imaginables. Ce que tu soutiens intérieurement détermine ce qui commence à vibrer à l'extérieur. Pas parce que l'univers est une machine à exaucer les vœux, pas parce que tu mérites de bonnes ou de mauvaises choses, mais parce que la résonance est une loi physique. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas sélectif. Elle se moque de savoir si tu y crois. Elle opère. C'est pour ça que deux personnes peuvent entrer dans la même pièce, le même entretien d'embauche, la même fête, le même cabinet médical, et vivre des expériences radicalement différentes.
Ce n'est pas juste une question d'attitude, ce n'est pas juste une question de confiance, c'est de la résonance. Le chant répond à ce que tu aimais réellement, pas à ce que tu prétends émettre. Et c'est là que la plupart des enseignements sur ce sujet te font défaut. Ils te disent de penser positif, ils te disent de visualiser ce que tu veux, ils te disent de répéter des affirmations. Et quand ça ne marche pas, ils te disent que tu n'as pas assez cru, que ta foi était insuffisante, qu'il te faut acheter le cours avancé. Mais le problème n'a jamais été ta foi. Le problème, c'est que tu essayais de crier une affirmation par-dessus un signal ambiant qui la noyait. Tu essayais d'accorder une seule corde de guitare pendant que les 5 autres étaient complètement désaccordés. La guitare ne produit pas la note que tu veux, elle produit l'accord que tu joues réellement. Tout l'accord, pas juste la corde à laquelle tu prêtais attention. C'est pour ça que le travail n'est pas une question de pensée positive. C'est une question d'écoute honnête. Il s'agit de descendre sous les pensées de surface, sous l'optimisme performé, sous le vocabulaire spirituel, et d'entendre ce qui joue réellement. Quel est l'accord ? Quelle est la diffusion complète ? Parce que la réalité ne répond pas à ta meilleure pensée. Elle répond à ta pensée la plus constante. Laisse-moi te donner un exemple précis de la façon dont ça fonctionne, tiré d'un domaine que la plupart des gens n'associent pas à la conscience. L'immunologie. Dans les années 1970 et 1980, Robert Adair et Nicolas Cohen, à l'université de Rochester, ont mené des expériences qui ont fondé le domaine de la psychoneuroimmunologie. Ils ont donné à des rats de l'eau aromatisée à la saccharine, associée à un médicament immunosuppresseur. Après un conditionnement, ils ont retiré le médicament et n'ont plus donné aux rats que l'eau à la saccharine. Le système immunitaire des rats s'est quand même supprimé. Le goût seul, un signal sensoriel sans aucune propriété immunosuppressive, a déclenché une réponse immunitaire complète, ou plutôt une suppression immunitaire complète. Le corps avait appris à associer un stimulus neutre à un résultat biologique, puis produisait ce résultat à partir de la seule association. Aucun médicament nécessaire, juste le signal, juste l'information. Maintenant, transpose ça à ta vie quotidienne. Chaque matin, tu te réveilles et tu vérifies ton téléphone. Ton corps a appris ce qui vient ensuite. Le pic de cortisol lié aux actualités, la boucle de comparaison des réseaux sociaux, l'anxiété diffuse liée aux emails. Tu n'as pas encore rencontré une seule menace réelle, mais ton système immunitaire s'est déjà régulé à la baisse. Tes marqueurs inflammatoires ont déjà changé. Ton corps a déjà commencé à produire la chimie d'une mauvaise journée. Pas parce que la journée est mauvaise, mais parce que le signal, le schéma de pensée, la diffusion ambiante a dit à ton corps quel genre de journée c'était, et ton corps, comme ces rats, s'est exécuté. Tu t'es conditionné toi-même. Chaque pensée répétée est un essai de conditionnement. Chaque réponse émotionnelle habituelle est un renforcement. Et ton corps brillant, obéissant, littéral, a appris. Il a appris ce que tu attendais, puis il l'a produit. C'est le mécanisme sous-jacent à ce que les gens appellent vaguement la manifestation. Ce n'est pas de la magie, c'est du conditionnement. C'est de la psychoneuroimmunologie. C'est l'effet xénon quantique appliqué à ta propre biologie. C'est la résonance appliquée à ton propre champ électromagnétique. C'est l'intrication appliquée à ta relation avec l'espace qui t'entoure. Tes pensées créent la réalité, non pas parce que l'univers écoute d'une façon mystique et anthropomorphique, comme un génie attendant des instructions. Tes pensées créent la réalité parce que tes pensées sont des événements physiques avec des signatures électromagnétiques, chimiques et quantiques mesurables. Et ces signatures interagissent avec le monde physique selon des lois physiques. Des lois que la plupart des gens n'apprennent jamais parce qu'elles ont été classées sous physique, biologie et neurosciences, et que personne n'a pensé à les relier entre elles. Mais elles sont reliées. Elles sont reliées avec une telle précision que ça devrait soit te terrifier, soit te libérer, selon ce que tu choisis de faire ensuite. Si tu ressens le poids de ce qu'on vient de découvrir ensemble, j'ai quelque chose de plus profond à t'offrir. Ça fait des années que tu poursuis la manifestation, que tu visualises, que tu affirmes, que tu élèves ta vibration pour voir les mêmes schémas se répéter. Toutes les méthodes traditionnelles supposent la même chose, que tu es séparé de ce que tu veux. Cette séparation n'a jamais été réelle. Tu poursuivais un signal que tu diffusais déjà toi-même. Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience parcourt les 9 fréquences en détail, des émissions denses qui te piègent jusqu'aux courants ascendants, en passant par les fréquences maîtresses, où la conscience devient le champ lui-même. Chaque méthode que tu as essayée envoyait un signal vers l'extérieur. Celle-ci accorde le signal que tu es déjà. Chaque jour où tu attends, ton système nerveux diffuse le même vieux signal, et te libérer devient plus difficile. Alors, lance-toi ce soir. Maintenant, revenons aux implications plus profondes de ce que tes pensées sont en train de construire. Voici quelque chose qui m'intéresse vraiment. Pendant que tu écoutais, y a-t-il eu un moment où tu as reconnu un schéma que tu fais tourner ?
Une peur que tu répètes si systématiquement qu'elle a commencé à se manifester dans ta vie? Allons plus loin. Il existe en mécanique quantique un principe appelé superposition. Avant la mesure, un système quantique existe dans tous les états possibles simultanément. L'électron n'est pas ici ou là, il est, mathématiquement et physiquement, ici et là, et partout où sa fonction d'onde le permet, tout à la fois. C'est seulement quand une mesure est effectuée, quand une observation a lieu, que le système s'effondre dans un état unique et défini. L'interprétation standard, l'interprétation de Copenhague, dit que l'acte de mesure provoque l'effondrement. D'autres interprétations divergent sur le mécanisme, mais le fait expérimental n'est pas contesté. Avant l'observation, de multiples possibilités. Après l'observation, une seule réalité. Maintenant, je veux que tu penses à ton avenir. Pas à un plan précis, juste au sentiment de ce qui arrive. Quand tu te projettes vers l'avant, que vois-tu? Que ressens-tu? La plupart des gens, s'ils sont honnêtes, ne voient pas un champ de possibilités vaste et ouvert. Ils voient un couloir rétréci, ils voient l'avenir qui correspond à leur peur. Ils voient la dispute qui approche, la facture qu'ils ne peuvent pas payer, le diagnostic qu'ils redoutent, la relation qui finira probablement comme la dernière. Tu as effondré ta propre fonction d'onde. Chaque fois que tu te projettes vers l'avant avec la peur, avec la certitude que quelque chose va mal se passer, avec cette voix intérieure résignée qui dit « c'est comme ça pour moi, c'est tout », tu accomplis un acte d'observation. Tu mesures ton propre avenir. Et la fonction d'onde, le champ de possibilités, s'effondre en conséquence. Pas nécessairement dans le pire résultat possible, mais dans la bande étroite de résultats qui correspond à ton observation soutenue. Ce n'est pas une accusation. Entends bien ça. Ce n'est pas « tu as causé ta souffrance en pensant mal ». La souffrance a des causes systémiques, biologiques, historiques et sociales. Mais dans la mesure où quelque chose répond à ton état intérieur, et cette mesure est plus large qu'on ne te l'a dit, ton observation soutenue sélectionne des résultats. La question devient alors, peux-tu apprendre à observer différemment? Et c'est là que ça devient concret. Parce que je n'ai pas envie de te donner une belle idée que tu approuves de la tête et que tu oublies demain. Je veux te donner quelque chose que tu peux utiliser ce soir. Il existe une pratique issue des traditions contemplatives, mais validée dans des laboratoires de neurosciences. Elle s'attaque exactement à ce mécanisme. Ce n'est pas de la visualisation, ce n'est pas de l'affirmation. C'est quelque chose de plus fondamental. C'est la pratique du déeffondrement. Voici ce que je veux dire. Ton esprit, en ce moment, a un avenir par défaut, un ensemble d'hypothèses sur ce qui arrive, qui paraît si solide, si inévitable, qu'il ne s'enregistre même pas comme une pensée. Il s'enregistre comme la réalité, comme un fait, comme la façon dont les choses sont. Mais ce n'est pas un fait, c'est une fonction d'onde effondrée. C'est un résultat sélectionné parmi un champ de possibilités par l'acte soutenu de ton observation craintive. La pratique consiste à trouver cet avenir par défaut et à le déobserver, doucement, délibérément, pas à le remplacer par un fantasme, pas à coller une image positive par-dessus, mais à réellement relâcher la certitude, à le ramener à la superposition, à le ramener à la possibilité. Voici comment faire. Ce soir, ou la prochaine fois que tu auras 10 minutes tranquilles, assieds-toi quelque part confortablement, ferme les yeux et demande-toi, de quoi suis-je le plus certain qu'il va se passer le mois prochain? Pas ce que j'espère, ce dont je suis certain, ce qui semble inévitable. Laisse la réponse venir. Elle sera probablement teintée d'anxiété, quelque chose que tu as répété tant de fois que ça ressemble à un souvenir plutôt qu'à une prédiction. Maintenant, voici la clé. Ne discute pas avec elle, n'essaie pas de la remplacer. Remarque plutôt le sentiment de certitude lui-même, pas le contenu, la certitude, la solidité, la façon dont elle se loge dans ton corps comme une pierre, sens où elle vit, ta poitrine, ton ventre, ta gorge. Et puis demande doucement, et si je ne savais pas? Pas, et si quelque chose de mieux arrivait? Juste, et si je ne savais vraiment pas ce qui va se passer? Et si cette certitude n'était pas de la connaissance, mais une habitude? Et si j'avais effondré cette fonction d'onde chaque jour avec mon observation? Et si, juste pour ce moment, j'arrêtais? Sens ce qui se passe dans ton corps quand tu envisages sincèrement l'incertitude. Il y a généralement un moment de vertige, un moment sans repère. C'est la superposition. C'est le champ de possibilités qui se rouvre. Ça paraît instable parce que tu es habitué à la fausse stabilité d'un état effondré. Mais cette instabilité n'est pas un danger. C'est la liberté. C'est le champ quantique avant la mesure. C'est chaque résultat possible qui coexiste, en attente d'une observation différente. Reste dans ce ressenti aussi longtemps que possible. Même 30 secondes suffisent pour commencer à reconditionner. Parce que ce que tu fais, c'est briser l'effet Zénon. Tu interromps l'observation créative et soutenue qui maintenait ton avenir dans un état fixe. Tu détournes le regard pour la première fois. Et en détournant le regard, tu permets le mouvement, tu permets le changement, tu permets au système d'évoluer vers un état que tu n'as pas prédéterminé.
Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la logique quantique appliquée. Le système était figé parce que tu n'arrêtais pas de le mesurer. Au moment où tu relâches la mesure, le système est libre de changer. Il y a une seconde couche à ça que la plupart des gens ratent complètement. Elle concerne la relation entre la pensée et le temps. En physique classique, le temps s'écoule dans une seule direction, du passé vers le futur, de la cause vers l'effet. Mais en mécanique quantique, les équations fonctionnent tout aussi bien dans les deux sens. Il n'y a pas de flèche du temps dans les équations fondamentales. Les lois de la physique à l'échelle quantique sont symétriques dans le temps. Ça a conduit des physiciens sérieux, pas des penseurs marginaux, mais des gens comme Yakira Aronov, Hugh Price et d'autres, à explorer un concept appelé la rétrocausalité. L'idée que des états futurs peuvent influencer des états présents, que le résultat d'une mesure peut, dans un certain sens, revenir en arrière et affecter les conditions qui l'ont produit. Le formalisme du vecteur à deux états d'Aharonov propose qu'un système quantique soit entièrement décrit non seulement par ses conditions initiales, mais aussi par ses conditions finales. Le présent est façonné à la fois par le passé et par le futur. L'état d'une particule à un instant donné est déterminé par d'où elle vient et où elle va. Relis ça, lentement. Le présent est façonné par le futur autant que par le passé. Si c'est vrai à l'échelle quantique, et les mathématiques le soutiennent, alors l'avenir que tu tiens dans ton esprit n'est pas simplement une prédiction. C'est une force qui façonne. L'avenir que tu répètes revient en arrière dans ton présent et sélectionne les conditions qui y mèneront. Ton avenir anticipé n'est pas passif, il est actif. Il tire ton présent vers lui. C'est pour ça que la peur est si créative. Pas créative au sens artistique, créative au sens génératif. La peur est une répétition intensément détaillée d'un avenir précis. Quand tu as peur, tu ne penses pas en termes vagues. Tu penses en détails vifs, précis, sensoriels. Tu vois la conversation mal tournée. Tu entends les mots. Tu sens la honte. Tu sens l'odeur de la chambre d'hôpital. La peur est la pratique de visualisation la plus immersive que la plupart des gens pratiquent jamais. Et ils le font pendant des heures chaque jour. Et si la rétrocausalité a une quelconque influence sur l'expérience macroscopique et les recherches sur le conditionnement, la psychoneuroimmunologie, les données de champs électromagnétiques et les expériences de Tiller suggèrent toutes que oui, alors ces heures de visualisation craintive ne font pas que te faire sentir mal. Elles construisent activement les avenirs qu'elles dépeignent. Elles envoient un signal en arrière dans le temps, ou en avant par résonance, ou vers l'extérieur par cohérence de champ, en sélectionnant les conditions qui correspondent à la répétition. Tu as construit ce que tu redoutais, pas parce que tu es brisé, parce que tu es puissant, immensément, terriblement puissant, et personne ne t'a appris à t'en servir. Alors tu t'en es servi inconsciemment, en pilote automatique, en faisant tourner les mêmes programmes de peur que tes parents faisaient tourner, que ta culture a installé, que tes expériences passées ont conditionné. C'est pour ça que j'ai dit au début que je ne devrais pas te dire ça, parce que maintenant tu sais. Et savoir signifie que tu ne peux plus prétendre que tes pensées sont privées, inoffensives, sans conséquences. Elles ne sont rien de tout ça. Elles sont la force la plus lourde de conséquences dans ta vie. Pas à cause d'une loi mystique de l'attraction, mais à cause de la résonance, du conditionnement, de l'émission électromagnétique, de la mesure quantique et peut-être de la rétrocausalité, à cause de la physique, à cause de la biologie, à cause de la façon dont la réalité fonctionne réellement quand on prend la peine de regarder les recherches. Alors, que fais-tu de tout ça? Comment vis-tu avec le savoir que ton monde intérieur n'est pas séparé de ton monde extérieur? Que la frontière entre la pensée et la réalité n'est pas un mur mais une membrane, et une membrane fine qui plus est. Tu commences par l'honnêteté, une honnêteté radicale, inconfortable, sur ce que tu penses réellement. Pas ce que tu dis penserais aux autres, pas ce que tu postes sur les réseaux sociaux, pas la version soignée, la diffusion ambiante réelle, le bourdonnement de fond. La plupart des gens ne l'ont jamais fait. Ils ne se sont jamais assis pour simplement écouter leur propre esprit sans essayer de le changer, de le réparer, de l'améliorer ou de le spiritualiser. Ils n'ont jamais entendu le signal brut. Et tant que tu ne l'as pas entendu, tu ne peux pas le changer. Tu essaies d'accorder un instrument que tu n'as jamais écouté. Donc la première pratique, c'est l'écoute. Une écoute pure, sans jugement, presque scientifique. Quelle est la pensée? Quelle est la tonalité émotionnelle sous cette pensée? Quelle est la sensation corporelle sous cette tonalité émotionnelle? Retrace tout jusqu'au bout, pas pour la réparer, pour la connaître, pour enfin savoir, honnêtement, ce que tu as diffusé. La deuxième pratique, c'est le déeffondrement que j'ai décrit plus haut. Trouver ton avenir par défaut et relâcher la certitude. Le ramener à la possibilité. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une seule fois. C'est quelque chose que tu fais chaque fois que tu te surprends à répéter un avenir avec ce sentiment familier de certitude redoutée. Chaque répétition est une mesure. Chaque mesure est un effondrement. Chaque effondrement est une sélection. Interromps la répétition et tu interromps la sélection.
La troisième pratique, je l'appellerai la diffusion cohérente. Et c'est différent de l'affirmation. Une affirmation est une phrase que tu répètes. La diffusion cohérente est un état que tu habites. La différence, c'est la différence entre dire « je suis en paix » et être réellement en paix. Ton corps connaît la différence. Ton champ électromagnétique connaît la différence. L'espace autour de toi connaît la différence. Pour pratiquer la diffusion cohérente, tu n'as pas besoin de forcer un sentiment. Tu as besoin d'en trouver un. Quelque part dans ton expérience, maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose de sincèrement bon. Pas parfait, pas extatique, juste sincèrement bon. La température de l'air sur ta peau. Le fait que ton cœur batte sans ton effort. Le son d'une voix que tu aimes, même seulement en mémoire. Trouve-le, pas comme une idée, comme une sensation. Laisse ton corps le localiser. Laisse-le se poser dans ta poitrine, ton ventre, ou qu'il atterrisse naturellement. Et reste avec lui, pas pendant 1 heure, pendant 60 secondes. Juste 60 secondes de bonté sincère, incarnée, non jouée. Ça suffit pour changer la cohérence de tes biophotons. Ça suffit pour altérer le rayonnement électromagnétique de ton cœur. Ça suffit pour commencer à reconditionner ton espace. 60 secondes. C'est la dose minimale viable de création délibérée de réalité. Pas 1 heure de méditation, pas une retraite d'un week-end. 60 secondes de sentiments sincères, répétés tout au long de la journée, accumulés au fil des semaines et des mois, en reconditionnant ta diffusion ambiante, un moment à la fois. C'est ce que la recherche soutient réellement. Pas des gestes grandioses, des moments accumulés de cohérence. Il y a encore une chose que je veux te donner, et c'est peut-être la plus importante. Elle concerne la nature même de l'observateur. Dans toute la mécanique quantique, l'observateur est central. L'observateur effondre la fonction d'onde. L'observateur fige l'effet zénon-quantique. La mesure de l'observateur détermine le résultat. Mais voici la question à laquelle la physique n'a jamais répondu. Qu'est-ce que l'observateur? Le problème de la mesure, comme on l'appelle, est le problème non résolu le plus profond des fondements de la physique. On sait que l'observation change le système. On ne sait pas ce qui constitue une observation. On ne sait pas ce qu'est l'observateur. Un détecteur? Un esprit conscient? N'importe quelle interaction physique? La question est ouverte. Elle est ouverte depuis un siècle, et chaque interprétation de la mécanique quantique est essentiellement une réponse différente à cette seule question. Mais voici ce que les traditions contemplatives disent depuis des millénaires, et ce qu'un nombre croissant de physiciens et de philosophes de l'esprit commencent à prendre au sérieux. L'observateur n'est pas l'esprit. L'observateur n'est pas le cerveau. L'observateur n'est pas les pensées. L'observateur est ce qui est conscient des pensées. C'est la conscience elle-même, la conscience qui précède et sous-tend tout contenu mental. Dans l'Advaita Vedanta, on l'appelle le témoin, Sakshi, la conscience pure qui regarde la pensée surgir et se dissoudre sans être changée par elle. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas situé dans l'espace, ce n'est pas produit par le cerveau, pas plus que l'émission de télévision mais produite par le téléviseur. Le poste reçoit et affiche, il ne génère pas. Si c'est vrai, et je ne te demande pas d'y croire sur parole, je te demande de l'examiner dans ta propre expérience. Alors l'observateur qui effondre les fonctions d'onde, qui fige les états quantiques, qui sélectionne des résultats dans des champs de possibilités, n'est pas ton esprit anxieux. Ce n'est pas tes pensées craintives, ce ne sont pas tes schémas habituels. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose d'antérieur, quelque chose qui a observé tes pensées depuis tout ce temps sans en être touché. Et si tu peux apprendre à observer depuis cette place, depuis le témoin plutôt que depuis l'esprit conditionné, alors la qualité de ton observation change. Tu n'effondres plus les fonctions d'onde à partir de la peur. Tu ne fiches plus les états avec une attention anxieuse. Tu observes depuis l'immobilité, depuis l'ouverture, depuis une place qui n'a pas besoin d'un résultat particulier parce qu'elle n'est menacée par aucun résultat. C'est le niveau le plus profond de la pratique. Apprendre à déplacer le siège de l'observation, de l'esprit conditionné vers la conscience témoin, pas comme un concept, mais comme une expérience, comme un déplacement vécu, ressenti, incarné, de l'endroit d'où tu regardes. Tu peux goûter ça dès maintenant. En ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, il y a une partie de toi qui a conscience d'écouter. Pas la partie qui traite les mots, pas la partie qui approuve ou désapprouve. La partie qui a simplement conscience que tout ça est en train de se passer. Elle est silencieuse, elle n'a pas d'opinion, elle n'essaie pas d'arriver quelque part. Elle est juste là, présente, en train de regarder. C'est l'observateur, c'est ce qui effondre les fonctions d'onde. Et quand tu apprends à te reposer là, même pour quelques instants, les fonctions d'onde que tu effondres sont différentes. Elles ne sont pas sélectionnées par la peur. Elles ne sont pas rétrécies par l'habitude. Elles sont autorisées. Elles sont ouvertes. Elles émergent du champ complet de possibilités plutôt que du couloir étroit de ton conditionnement. C'est ce que signifie créer la réalité consciemment.
Pas contrôler la réalité, pas forcer des résultats, mais observer depuis une place qui n'est pas déjà prédéterminée. Apporter à ta vie une qualité d'attention propre, ouverte et non conditionnée, et laisser la fonction d'onde de ton expérience s'effondrer vers ce que cette observation propre sélectionne. La réalité t'a entendu, elle t'a toujours entendu, mais elle n'écoutait pas tes affirmations, ni tes tableaux de visualisation, ni tes pensées positives soigneusement construites. Elle écoutait ton état réel, ta fréquence ambiante, la qualité de ton observation, l'endroit d'où tu regardais. Et maintenant tu sais. Tu sais que tes pensées sont des événements physiques aux conséquences mesurables. Tu sais que l'observation soutenue maintient les états en place. Tu sais que ton corps diffuse un champ électromagnétique façonné par ton état intérieur. Tu sais que tes répétitions craintives pourraient activement construire les avenirs qu'elles dépeignent. Tu sais que la certitude que tu ressens sur ce qui arrive n'est pas de la connaissance, mais une mesure. Et que relâcher cette mesure rouvre le champ de possibilités. Tu sais que 60 secondes de cohérence sincère et incarnée valent plus qu'une heure d'affirmation forcée. Tu sais que l'observateur n'est pas ton esprit anxieux, mais la conscience qui se trouve en dessous. Et tu sais que déplacer le siège de l'observation change ce qui est observé. Ce n'est pas une information que tu peux ranger. Ce n'est pas quelque chose que tu peux désapprendre. À partir de ce moment, chaque pensée que tu entretiens est un choix que tu fais en connaissant pleinement ses conséquences. Chaque peur que tu répètes est un avenir que tu construis activement. Chaque moment de présence sincère est une fonction d'onde que tu laisses ouverte. La responsabilité est énorme, mais la liberté l'est tout autant. Parce que si tes pensées ont créé ta réalité inconsciemment, imagine ce qui devient possible quand tu crées consciemment. Pas depuis la force, pas depuis le désespoir, mais depuis la clarté, depuis cette conscience témoin, calme et stable, qui n'a pas besoin que la réalité soit d'une façon particulière, et qui lui permet donc de devenir quelque chose que tu n'aurais jamais pu prédire. Quelque chose de meilleur que ta peur, de plus vaste que tes plans, quelque chose que ton esprit conditionné n'aurait jamais pu concevoir, parce qu'il ne peut que recombiner ce qu'il connaît déjà. Mais le champ quantique, le champ de toute possibilité, en sait plus. Il contient plus, il est plus. Et quand tu arrêtes de l'effondrer avec tes mesures habituelles, il te montre ce qui est encore possible. Voilà ce que je ne devrais pas te dire. Pas parce que c'est secret, parce que c'est une responsabilité. Et la plupart des gens ne veulent pas de responsabilité. Ils veulent que quelqu'un d'autre répare ça pour eux. Ils veulent une technique, un professeur, un système, un complément. Ils veulent tout sauf la vérité brute et sans phare qu'ils ont été l'observateur depuis le début. Qu'ils ont effondré leur propre fonction d'onde à chaque pensée soutenue. Que la réalité les a entendus, leur a répondu, les a accordés depuis tout ce temps. Mais tu es encore là, tu écoutes encore. Ce qui veut dire qu'une partie de toi le savait déjà, une partie de toi l'a reconnu, non pas comme une information nouvelle, mais comme quelque chose dont tu te souvenais, quelque chose que tu savais avant qu'on t'apprenne à l'oublier. Fais confiance à cette partie, c'est l'observateur, c'est le témoin, c'est la conscience qui était là avant ta première pensée et qui sera là après ta dernière. Elle n'est pas fragile, elle n'est pas confuse, elle n'a pas peur. Et quand tu apprends à penser depuis là, à observer depuis là, à vivre depuis là, tes pensées ne créent pas seulement la réalité, elles créent une réalité digne de la conscience qui les pense.